D'une déterminité purement sensible contre une déterminité organique perd donc de nouveau sa valeur, et ceci par le fait que l'entendement n'a pas encore aboli l'activité légiférante. Pour engager la comparaison relativement à cet échange, en prenant quelques exemples, c'est ainsi qu'on déterminera quelque chose qui pour la perception est un animal aux muscles puissants comme un organisme animal d'irritabilité élevée, ou ce qui pour la perception est un état de grande faiblesse, comme un état de haute sensibilité, ou si l'on préfère encore, comme une affection anormale, savoir une potentialisation de celle-ci, toute expression qui traduise le sensible non pas en concept, mais en latin, et encore en mauvais latin, que l'animal ait des muscles puissants. C'est une chose que l'entendement peut aussi exprimer en disant que l'animal possède une grande force musculaire, de même qu'une grande faiblesse peut être exprimée comme une force minime. La détermination par l'irritabilité a sur la détermination par la force l'avantage que si cette dernière exprime la réflexion en soi déterminée, la première exprime la réflexion déterminée, puisque la force caractéristique du muscle est précisément l'irritabilité, et elle a sur la détermination comme muscle puissant l'avantage que, comme c'est déjà le cas dans la force, la réflexion en soi y est en même temps contenue. De même, la faiblesse ou la force minime, la passivité organique sont exprimées d'une manière déterminée par la sensibilité, mais à partir du moment où cette sensibilité est prise ainsi et fixée pour soi, et encore liée à la détermination, de la grandeur est opposée en tant que plus ou moins grande sensibilité à une plus ou moins grande irritabilité, chacune est entièrement rabaissée dans l'élément sensible, ramenée à la forme commune d'une propriété, et leur relation n'est pas le concept, mais au contraire la grandeur, en laquelle désormais sombre l'opposition, qui devient une différence sans pensée. S'il est vrai qu'en l'espèce on a écarté ce qu'il y avait d'indéterminé, dans les expressions de puissance et de force et de faiblesse, on voit surgir maintenant la pratique tout aussi vide et indéterminée qui consiste en sa bagnodère, ici et là, dans les oppositions d'une sensibilité et d'une irritabilité plus ou moins élevée selon leur variation des niveaux connexes et corrélatifs. De même que force et faiblesse sont des déterminations entièrement sensibles et dépourvues de pensée. La plus ou moins grande sensibilité et irritabilité sont tout autant que le phénomène sensible, appréhendé et énoncé avec aussi peu de pensée. Ce n'est pas le concept qui est venu se mettre à la place de ces expressions sans concept. Force et faiblesse ont été remplies par une détermination qui, prise pour elle seule, repose sur le concept et à celui-ci pour contenu, mais qui perd complètement cette origine et ce caractère, en sorte que, par la forme de la simplicité et de l'immédiateté dans laquelle on fait de ce contenu un côté d'une loi, et par la grandeur qui constitue l'élément de la différence de ce genre de détermination, l'essence qui originairement est posée comme concept, conserve la modalité de la perception sensible et demeure aussi éloignée du connaître que dans la détermination par la puissance ou la faiblesse de la force ou par des propriétés sensibles immédiates. Il nous reste encore maintenant à examiner pour soi seul ce qui est de l'extérieur de l'organique et comment en lui se détermine l'opposition de son intérieur et de son extérieur, de la même façon que l'on avait d'abord examiné l'intérieur de tout dans sa relation à son propre extérieur. L'extérieur considéré pour soi
C'est le processus d'affiguration en général, le système de la vie qui s'articule dans l'élément de l'être est essentiellement, en même temps, l'être pour autre chose de l'essence organique. Essence subjectale dans son être pour soi, cet autre apparaît d'abord comme sa nature inorganique extérieure. Si on les considère tous deux en relation à une loi, la nature inorganique ne peut pas, comme nous l'avons vu ci-dessus, constituer le côté d'une loi face à l'essence organique, étant donné que celle-ci est en même temps tout simplement pour soi et avec la nature inorganique, une relation universelle et libre. Cependant, si l'on détermine plus avant chez la figure organique elle-même le rapport de ces deux côtés, on la trouve d'un côté tournée vers la nature inorganique, mais de l'autre réfléchie pour soi et en soi-même. L'essence organique effective est le milieu qui concatène l'être pour soi de la vie et l'extérieur en général, ou l'être en soi. Or, l'extrême de l'être pour soi est l'intérieur comme un infini qui reprend en soi à leur pérexistence et à la connexion avec l'extérieur, les moments de la figure elle-même, le sang contenu qui se donne son contenu en la figure et apparaît chez elle comme son processus à elle. Dans cet extrême comme négativité simple, comme singularité pure, l'organique a sa liberté absolue, ce par quoi il est en regard de l'être pour autre chose et de la déterminité des moments de la figure, à la fois indifférent et prémuni. Cette liberté est en même temps la liberté des moments eux-mêmes. Elle est leur possibilité d'apparaître et d'être appréhendés comme existants, et de même qu'à l'égard d'une chose extérieure, ils y sont aussi libérés et indifférents les uns à l'égard des autres, car la simplicité de cette liberté est l'être ou leur substance simple. Ce concept ou cette pure liberté est une seule et même vie, quel que soit le papillonnage de jeux multiples auquel la figure ou l'être pour autre chose puisse encore se livrer. Peu importe à ce fleuve de la vie de la nature des moulins qu'il fait tourner. En premier lieu, il faut maintenant noter que ce concept ne doit pas être saisi ici comme antérieurement, quand nous examinions l'intérieur proprement dit, dans sa forme de processus ou de développement de ces moments, mais dans sa forme d'intérieur simple, qui constitue le côté purement universel face à l'essence vivante effective, ou en tant qu'il est l'élément de la pérexistence des membres de la figure, qui sont, car c'est celle-ci que nous examinions ici et chez elle, l'essence de la vie comme simplicité de la pérexistence, en sorte que l'être pour autre chose, ou la déterminité de la configuration effective, prise dans cette universalité simple, qui est son essence, est une déterminité non sensible, universelle, tout aussi simple, et qui ne peut être que celle qui est exprimée comme nombre. C'est elle qui est l'élément médian de la figure qui rattache la vie indéterminée à la vie réelle effective, simple comme la première et déterminée comme la seconde. Ce qui chez la première, l'intérieur, serait comme nombre, l'extérieur devrait l'exprimer à sa manière, comme effectivité multiforme, mode de vie, couleur, etc. Bref, comme toute la foule des différences qui se développent dans le phénomène. Quand on compare, selon l'intérieur de chacun d'eux, les deux côtés du tout organique, l'un étant l'intérieur, mais l'autre l'extérieur, de telle manière que chaque
côté Adar-Chef chez lui-même un intérieur et un extérieur. On a vu que l'intérieur du premier était le concept, en tant qu'inquiétude de l'abstraction, tandis que le second a pour intérieur l'universalité au repos, et en celle-ci également la déterminité au repos statique, le nombre. Si donc le premier, parce qu'en lui le concept développe ces moments, promettait de manière illusoire des lois par l'apparence de nécessité qu'avait la relation, le second, au contraire, y renonce tout aussitôt, dès lors que le nombre se montre comme la détermination de l'un des côtés de ces lois. Le nombre, en effet, est précisément la déterminité entièrement au repos, statique, morte et indifférente, chez laquelle tout mouvement et toute relation sont éteints, et qui a rompu le pont avec l'élément vivant des pulsions instinctives, la façon de vivre et tout ce qui peut encore subsister d'existence sensible. Mais en fait, l'examen de la figure de l'organique en tant que telle et de l'intérieur en tant qu'intérieur de la seule figure n'est plus un examen de l'organique. En effet, les deux côtés qui devraient être mis en relation sont seulement posés indifféremment l'un face à l'autre, et ceci a pour la comparaison qui avait été entreprise de l'extérieur et de l'intérieur, qui est transférée ici sur la nature inorganique. Le concept infini n'est ici que l'essence qui est cachée, tournée vers l'intérieur, ou tombe à l'extérieur dans la conscience de soi et n'a plus, comme en l'organique, sa présence objectable. Il faut donc encore examiner cette relation de l'intérieur et de l'extérieur dans sa sphère proprement dite. Pour commencer, cet intérieur de la figure, comme singularité simple d'une chose inorganique, est le poids spécifique. Celui-ci peut être observé comme être simple, exactement comme la déterminité du nombre, la seule dont il soit capable, ou à proprement parler, être trouvé par comparaison d'observation, et de cette manière semble fournir l'un des côtés de la loi. La figure, la couleur, la dureté, la résistance et une foule d'innombrables d'autres propriétés constitueraient tout ensemble le côté extérieur et auraient à exprimer la déterminité de l'intérieur, le nombre, en sorte que l'un aurait dans l'autre sa contre-image. Or, comme la négativité n'est pas appréhendée ici comme mouvement du processus, mais comme unité mise en repos, ou être pour soi simple, elle apparaît au contraire comme ce par quoi la chose s'oppose, résiste au processus, et se conserve en soi-même et comme indifférente à lui, mais par le fait que cet être pour soi simple, qui est une tranquille indifférence à l'égard d'autre chose, ce poids spécifique vient prendre place comme une propriété parmi les autres, à côté d'elle, ce qui marque la fin de toute relation nécessaire du poids à cette pluralité, ou si l'on veut, de toute conformité à une loi. Le poids spécifique, en tant qu'il est cet intérieur simple, n'a pas la différence chez lui-même, ou encore, il n'a que la différence inessentielle, car cette sienne simplicité pure abolit précisément toute différenciation essentielle. Il faudrait donc que cette différence inessentielle, la grandeur, et chez l'autre côté, savoir la pluralité des propriétés, sa contre-image, ou l'autre, dès lors que c'est seulement par là et à partir de là qu'elle est, tout simplement, différence. Si cette pluralité elle-même est résumée dans la simplicité de l'opposition et qu'on la détermine, par exemple, comme cohésion, de telle sorte que celle-ci est l'être pour soi dans l'être autre, de même que le poids spécifique est le pur être pour soi,
cette cohésion est alors d'abord, face à la première, cette pure déterminité-là posée dans le concept, et la façon d'attribuer la loi serait alors celle que nous avons examinée ci-dessus à propos de la relation de la sensibilité à l'irritabilité. Dès lors, en outre, comme concept de l'être pour soi dans l'être autre, elle n'est que l'abstraction du côté qui fait face au poids spécifique et en tant que tel n'a pas d'existence, car l'être pour soi dans l'être autre est le processus dans lequel l'inorganique aurait à exprimer son être pour soi comme une conservation de soi lui ayant évité le devoir sortir du processus comme moment d'un produit. Simplement, ceci précisément est contre sa nature, qui n'a pas chez elle-même la fin de l'universalité. Son procès n'est au contraire seulement le comportement déterminé avec lequel son être pour soi, son poids spécifique, s'abolit. Mais ce comportement déterminé lui-même, d'une part, en lequel sa cohésion consisterait en son vrai concept, et d'autre part, la grandeur déterminée de son poids spécifique sont des concepts tout à fait indifférents l'un à l'autre. Si le mode de comportement était entièrement négligé et limité à la représentation de la grandeur, on pourrait, par exemple, penser la détermination suivante, savoir qu'un produit spécifique plus grand, en tant qu'être en soi plus élevé, résisterait davantage qu'un poids spécifique moins grand à l'entrée dans le processus. Simplement, à l'inverse, la liberté de l'être pour soi ne fait ses preuves que dans la facilité à se commettre avec toute chose et à se conserver dans cette multiplicité. Cette intensité, sans extension des relations, est une abstraction creuse, car c'est l'extension qui constitue l'existence de l'intensité. Mais, comme nous l'avons rappelé, l'autoconservation de l'inorganique, dans sa relation, tombe en dehors de la nature de celle-ci, car il n'a pas chez lui-même le principe du mouvement, ou parce que son être n'est pas la négativité absolue et le concept. Si, en revanche, on considère cet autre côté de l'inorganique non comme un processus, mais comme un être au repos, il est alors la cohésion commune, une propriété sensible, simple, venue sur le côté face au moment laissé libre de l'être autre, qui gît démembré en de nombreuses propriétés indifférentes et passe sous celle-ci, comme le poids spécifique. La foule des propriétés rassemblées constitue alors l'autre côté qui fait pendant à celui-ci. Mais chez lui, comme chez l'autre, le nombre est l'unique déterminité, qui non seulement n'exprime pas une relation entre ses propriétés ni un passage des unes aux autres, mais consiste même essentiellement à ne pas avoir de relation nécessaire et au contraire à exposer la destruction radicale de toute conformité à une loi, car il est l'expression de la déterminité en ce qu'elle est inessentielle. Si bien, donc, qu'une série de corps qui expriment la différence comme différence numérique de leur poids spécifique n'est absolument pas parallèle à une série différentielle des autres propriétés, même si, pour simplifier la chose, on ne prend qu'une seule ou un petit nombre d'entre elles, car en fait, c'est seulement la liasse tout entière de ces propriétés qui pourrait avoir à constituer ici l'autre côté de ce parallèle, dans ce parallèle, pour mettre cette liasse en ordre en soi et la lier en un tout. D'un côté, les déterminités en grandeur de ce grand nombre de propriétés sont données à l'observation, mais d'un autre côté, leur différence entre en jeu sur le plan qualitatif. Quant à ce qui devrait dans cette masse être désigné comme négatif ou positif et s'abolirait mutuellement, savoir tout simplement la figuration intérieure et l'exposition de la formule, qui serait très complexe, cela ressortirait au concept
lequel précisément est exclu dans la modalité où les propriétés se trouvent là et sont censées être prises comme des propriétés qui sont aucune dans cet être ne montre face à l'autre le caractère de quelque chose de négatif, mais chacune est aussi bien que l'autre, et aucune ne signifie autrement sa place dans l'ordonnancement du tout. Dans le cas d'une série qui se développe en différences parallèles, qu'on en pense le rapport comme celui d'une croissance simultanée ou d'une croissance inversement proportionnelle de part et d'autre. Il s'agit simplement de l'ultime expression simple de ce tout résumé, censé constituer un côté de la loi face au poids spécifique, mais ce même côté, en tant que résultat qui est, n'est précisément rien d'autre que ce que nous avons déjà évoqué. C'est-à-dire une propriété singulière, comme l'est par exemple aussi la cohésion ordinaire, à côté de laquelle, d'une part, on trouve indifféremment les autres propriétés, et parmi elles aussi le poids spécifique, et d'autre part, toute autre propriété peut avec autant de bon droit, mais tout aussi à tort, être élue comme représentante de tout l'autre côté. L'une comme l'autre ne ferait que représenter l'essence, ou, pour dire la chose en allemand, Vorstellen, représenter au sens de placer la chose devant, sans pouvoir être la chose même, en sorte que la tentative de trouver des séries corporelles qui courraient sur le parallélisme simple de deux côtés exprimerait la nature essentielle des corps selon une loi corrélant ces côtés, doit être tenue pour une pensée ignorante de sa propre tâche et des moyens de la mener à bien. Nous avons vu précédemment comment était directement importée dans la sphère de l'inorganique la relation de l'extérieur et de l'intérieur chez la figure censée se présenter à l'observation. On peut désormais indiquer avec plus de précision la détermination qui l'a tirée jusqu'à là, et il en résultera une autre forme encore et une autre relation de ce rapport tombe et s'invalide dans l'organique. En effet, d'une manière générale, ce qui dans l'inorganique semble offrir la possibilité d'une pareille comparaison de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérieur inorganique est un intérieur simple qui s'offre à la perception comme propriété qui est, c'est pourquoi sa déterminité, est essentiellement la grandeur. Et il apparaît comme une propriété qui est indifférente à l'extérieur ou aux nombreuses autres propriétés sensibles. Mais l'être pour soi de l'organico-vivant ne vient pas se mettre comme cela sur le côté face à son extérieur. Il a chez lui-même le principe de l'être autre. Si nous déterminons l'être pour soi comme relation simple à soi-même qui se conserve, son être autre est la négativité simple, et l'unité organique est l'unité de la référence à soi, identique à soi et de la négativité pure. Cette unité, en tant qu'unité, est l'intérieur de l'organique, et ainsi celui-ci est en soi universel ou encore, il est genre. Or, la liberté du genre par rapport à son effectivité est une autre liberté que celle du poids spécifique par rapport à la figure. La liberté de celle-ci est une liberté qui est, ou encore, elle est de se mettre sur le côté en tant que propriété particulière, mais comme elle est une liberté qui est, elle n'est aussi qu'une déterminité qui appartient essentiellement à telle figure, ou par laquelle celle-ci, en tant qu'essence, est quelque chose de déterminé, tandis que la liberté du genre est une liberté générale, indifférente à l'égard de telle figure ou de son effectivité.
C'est pourquoi la déterminité qui échoit à l'être pour soi en tant que tel de l'inorganique passe chez l'organique sous son être pour soi, de la même façon que chez l'inorganique, elle ne se passe que sous l'être de celui-ci, et donc, bien qu'en celui-ci elle ne soit en même temps que comme propriété, elle s'y voit impartir cependant la dignité de l'essence, parce qu'en tant qu'elle est le négatif simple, elle fait face à l'existence en tant qu'être pour autre chose. Et ce négatif simple, dans son ultime déterminité singulière, est un nombre. Mais l'organique est une singularité qui est elle-même négativité pure et qui par conséquent anéantit en soi la déterminité fixe du nombre qui revient à l'être indifférent, dans la mesure où il a chez lui le moment de l'être indifférent et en celui-ci du nombre, ce dernier ne peut par conséquent être pris que comme un jeu chez lui et non comme l'essence de son caractère vivant. Et donc, maintenant, bien que la négativité pure, qui est le principe du processus, ne bascule pas hors de l'organique, et que celui-ci ne l'est donc pas son essence comme une déterminité, mais que ce soit la singularité elle-même qui soit en soi universelle, cette pure singularité n'est pourtant pas chez lui développée et effective dans ces moments présentant qu'ils sont eux-mêmes abstraits ou universels. Cette expression sort au contraire de cette universalité-là, qui retombe dans l'intériorité, et ce qui vient se mettre entre la réalité ou figure, c'est-à-dire la singularité en développement, et d'autre part l'universel organique, ou le genre, c'est l'universel déterminé, l'espèce, l'existence à laquelle parvient la négativité de l'universel ou du genre n'est que le mouvement développé d'un processus qui se déroule chez les parties de la figure qui est, si le genre avait, chez lui, en tant que simplicité au repos, les différentes parties distinctes et qu'ainsi sa négativité simple en tant que telle était en même temps un mouvement qui se déroulait à travers des parties tout aussi simples, immédiatement universelles chez elle-même, qui serait ici, à titre de ces moments, effective. Le genre organique serait alors conscience, mais telle qu'elle est ici, la déterminité simple, comme déterminité de l'espèce, est présente chez elle sans aucun esprit. L'effectivité commence à partir d'elle, ou encore, ce qui accède à l'effectivité, ce n'est pas le genre en tant que tel, c'est-à-dire, tout simplement, pas la pensée. Le premier, le genre, en tant qu'organique effectif, n'est représenté que par délégation d'un représentant. Mais ce représentant, le nombre, qui semble désigner le passage du genre dans la configuration individuelle et offrir à l'observation les deux côtés de la nécessité, d'abord comme déterminité simple et ensuite comme figure développée et née à la multiplicité, désigne au contraire l'indifférence et la liberté mutuelle de l'universel et du singulier que le genre a abandonné à l'inessentielle différence de grandeur, mais qui, en tant que vivant, s'avère lui-même tout aussi libre par rapport à cette différence. L'universalité vraie, telle qu'elle a été déterminée, n'est ici qu'essence intérieure, comme déterminité de l'espèce. Elle est universalité formelle, et face à celle-ci, cette universalité vraie passe du côté de la singularité, qui par là même est singularité vivante et se transporte par son intérieur loin au-delà de sa déterminité d'espèce. Mais cette singularité n'est pas en même temps individu universel, savoir un individu chez qui l'universalité aurait tout aussi bien une effectivité extérieure. Ceci tombe au contraire hors de l'organico-vivant,
Mais cet individu universel, tel que l'est l'immédiat, tel que l'est immédiatement l'individu des configurations naturelles, n'est pas la conscience proprement dite. S'il était censé l'être, son existence d'individu organique et vivant singulier ne serait pas obligée de basculer hors de lui. Nous nous trouvons donc en face d'un syllogisme dans lequel l'un des deux extrêmes est la vie universelle en ce qu'elle est quelque chose d'universel, de général, ou encore en tant que genre, tandis que l'autre extrême est cette même vie universelle, mais en ce qu'elle est quelque chose de singulier, ou comme individu universel. Mais le terme médian est composé des deux autres. Le premier semble s'y dépêcher comme universalité déterminée ou comme espèce, et le second comme singularité proprement dite ou singulière. Et comme ce syllogisme ressortit tout simplement aux côtés de la configuration, on comprend tout aussi bien sous lui ce qui est distingué comme nature inorganique. Dès lors que maintenant la vie universelle, en tant que l'essence simple du genre, développe de son côté les différences du concept et doit les exposer comme une série des déterminités simples, celle-ci est un système de différences posées indifféremment ou encore une série numérique. Si l'organique, précédemment, dans la forme de la singularité, a été opposé à cette différence inessentielle qui ne contient ni n'exprime sa nature vivante, et si la même chose exactement doit être dite à l'endroit de l'inorganique d'après la totalité de l'existence qu'il développe dans la foule de ses propriétés, désormais, c'est l'individu universel qui doit être considéré non seulement comme libre de toute articulation du genre, mais comme étant aussi le pouvoir qui le tient. Le genre qui se décompose en espèces selon la déterminité universelle du nombre, ou qui peut aussi prendre pour principe de répartition diverses déterminités singulières de son existence. Par exemple, la forme globale extérieure, la couleur, etc., subit en cette paisible occupation une violence de la part de l'individu universel. La Terre, qui, en ce qu'il est la négativité universelle, fait valoir contre la systématisation du genre les différences, telles que la Terre les a en soi, et dont la nature, en vertu de la substance à laquelle ils appartiennent, est une nature autre que celle du genre. Cette activité du genre devient une occupation entièrement restreinte, qu'il ne peut mener qu'au sein de ses puissants éléments, et qui, interrompue en tout lieu par leur violence effrénée, devient lacunaire et s'étiole. Il en résulte qu'à même l'existence configurée, il ne peut advenir à l'observation que la raison comme vie en général, laquelle n'a pas cependant chez soi, dans sa différenciation et de manière effective, de sériation et d'articulation rationnelle. Il n'est pas un système des figures fondé en lui-même. Si dans le syllogisme de la configuration organique, le terme médian, où tombe l'espèce et son effectivité comme individualité singulière, avait chez lui-même les extrêmes de l'universalité intérieure et de l'individualité universelle. Ce terme médian aurait à même le mouvement de son effectivité, l'expression et la nature de l'universalité, et serait le développement qui se systématise lui-même, et ainsi la conscience, entre l'esprit universel et sa singularité, la conscience sensible a pour terme médian le système des configurations de la conscience, comme vie de l'esprit s'ordonnant en un tout, savoir le système qui est examiné ici, et qui a comme histoire universelle son existence objectale. Mais la nature organique n'a pas d'histoire. Elle chute immédiatement de son universel, la vie, dans la singularité de l'existence, et les moments de la déterminité simple
et de la motilité singulière réunis dans cette effectivité ne produisent le devenir que comme le mouvement contingent au sein duquel chaque moment s'active à sa partie et où le tout est conservé. Mais cette activité vive et intense est limitée pour elle-même à son seul point, parce que le tout n'est pas présent en lui, et celui-ci n'y est pas présent parce qu'il n'est pas ici pour soi en tant que tout. Outre, donc, que dans la nature organique, la raison observante ne parvient qu'à la contemplation de soi-même comme vie universelle en général, la contemplation de son développement et de sa réalisation ne lui advient que selon des systèmes différenciés, de manière tout à fait générale, dont la détermination n'a pas son essence dans l'organique en tant que tel, mais réside dans l'individu universel, et sous ces différences de la Terre, selon des ordonnancements que le genre tente d'établir, dès lors donc que, dans sa réalité, l'universalité de la vie organique se laisse immédiatement déchoir dans l'extrême de la singularité, sans la médiation véritable qui est pour soi, la raison observante n'a comme chose devant soi que le point de vue intime. Et si la raison peut avoir l'oiseau intérêt d'observer ce point de vue intime, elle est alors limitée à décrire et raconter des opinions et des idées sur la nature qui lui passent par la tête. Il est vrai que cette liberté, sans esprit du point de vue intime, offrira en tout lieu des débuts de loi, des traces de nécessité, des allusions à l'ordre et à la mise en série, des relations amusantes et apparentes. Mais dans la relation de l'organique aux différences de l'inorganique qui ressortissent à l'être, c'est-à-dire aux éléments, aux zones et climats, l'observation, pour ce qui concerne la loi et la nécessité, ne dépasse pas le niveau de la grande influence, et de même de l'autre côté, où l'individualité n'a pas l'importance et la signification de la Terre, mais de l'un émanant à la vie organique, mais où celui-ci, en unité immédiate avec l'universel, constitue bien le genre, dont cependant l'unité simple, pour cette même raison précisément, ne se détermine que comme nombre, et laisse donc libre le phénomène qualitatif. L'observation ne peut pas non plus aller bien au-delà du niveau des remarques gentilles et bien tournées, des relations intéressantes, de l'amical bon accueil au concept. Mais les remarques bien tournées ne sont pas un savoir de la nécessité. Les relations intéressantes en restent à l'intérêt, lequel n'est encore pourtant que l'opinion intime qu'on a de la raison quant à l'amabilité avec laquelle l'individuel fait allusion à un concept. C'est une amabilité enfantine et même carrément infantile. Chaque fois qu'elle veut ou qu'elle est censée valoir quelque chose en soi et pour soi.